Bonjour à tous, merci d'être là pour la présentation SQL on Fire et les cas d'usage du Fire. Je suis accompagné aujourd'hui de Luc Chatti qui va nous présenter un cas d'usage, je dirais même pas un, je dirais 6, 8, une dizaine de cas d'usage du Fire et notamment une partie qui sera sur le SQL on Fire. À toi Luc, merci. Donc bonjour à tous. Comme certains le savent peut-être, avec l'arrivée du Fire, on a vu apparaître un certain nombre de solutions de stockage Fire. Ça fait maintenant plusieurs mois, voire années, que nous travaillons avec les établissements pour créer ce qu'on appellerait une plateforme Fire pour les établissements. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on est capable de faire avec du Fire, mais également un certain nombre de standards qui vont au-delà. Aujourd'hui, par exemple, il est très compliqué pour un établissement de récupérer ces données, de les migrer, car elles ne sont pas dans des formats standardisés. Nous avons travaillé pour mettre en place des moteurs de conversion de données. Donc si je prends par exemple un JSON qui provient d'un DPI et que je vous montre comment marche le moteur de mapping, nous nous basons sur la ressource StructureMap qui permet de définir une conversion. Cette ressource permet de dire tel champ va aller dans tel endroit de la ressource Fire, voire même de continuer à peupler cette ressource. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je copie ici le JSON que j'avais montré et je fais la conversion et je vais retrouver mes ressources Fire générées à partir du JSON et du fichier de mapping. C'est automatique, c'est standardisé. Luc, c'est hyper intéressant comme outil, mais est-ce que tu serais capable de faire de l'HS7v2 vers du Fire, typiquement avec ce genre d'outil? On est capable de faire de HS7v2, du CDA vers Fire, mais dans l'autre sens également, du CSV, du JSON, du GPX pour les fichiers de coordonnées. Donc, on est capable à l'heure actuelle de transformer la donnée de façon standardisée et automatisée et tracée. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, dans la ressource Fire, tel champ provient de tel endroit. Et je vais valider, par exemple, on a créé une ressource consentement. Mais est-ce qu'elle est valide? Est-ce que je vais pouvoir l'exploiter et l'utiliser pour la partager au niveau international? Ah, visiblement non. Je vais voir dans ma plateforme de test et le temps que ça charge, j'ai mon rapport de validation qui va m'indiquer quels champs sont manquants et qu'est-ce qu'il faut encore que j'améliore dans ma conversion. Donc comme ça, je peux faire ma conversion et en plus la valider. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais pouvoir importer par exemple des fiches patients. Donc là, on a un patient, il a des problèmes de santé. Ce sont des codes SNOMED, en tant que tels, assez peu exploitables. Mais, avec SQL, je vais pouvoir, sur un de mes patients, vérifier est-ce qu'il est à risque. Donc, dans le cas de la démonstration, nous avons vérifié s'il était sous immunodépresseur et qu'il avait un EBV, Epstein-Barr virus. Alors, on lève un risque et on crée une ressource Diagnostic Report. Donc, Luc, tu viens de parler du SQL, mais c'est quoi le SQL exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors SQL, pour Clinical Quality Language, c'est un langage basé sur Fire qui va permettre de créer des arbres de décision, des statistiques de façon standardisée. Si on va voir à quoi ressemble une librairie SQL, tout d'abord, c'est une ressource Fire librairie dont le contenu a un format un peu particulier. Donc on va retrouver ici, voilà, notre librairie SQL qui va permettre de donner des informations sur est-ce que le patient a telle ou telle pathologie et évaluer les risques. Donc on va pouvoir faire du diagnostic automatique et de la remontée automatique des risques lors par exemple d'une prescription, mais également potentiellement avoir de l'automatisation en levant des alertes sur des domaines qui ne sont pas de la santé, mais qui vont être par exemple si j'ai eu trop de tentatives de connexion sur un service erroné, non autorisé.
Sur le SQL, est-ce qu'il y a des institutions ou même des États qui fournissent du SQL pour aller faire de l'analyse populationnelle ou même détecter des patients à risque préconstruits en SQL? Alors, à l'heure actuelle, les États-Unis sont assez précurseurs sur la partie SQL, en particulier les systèmes d'assurance, et ça va leur permettre de diagnostiquer très rapidement les risques des patients pour savoir combien leur faire payer. En France, on va essayer plutôt de faire ça pour diagnostiquer au plus tôt des patients à risque et pouvoir les soigner plus vite. Donc si je résume, en fin de compte, on a aux États-Unis les assureurs qui fournissent des fichiers SQL qu'on pourrait exécuter sur nos bases en Fire et diagnostiquer instantanément quels sont les patients à risque ou non. Exactement. Si tant est que la donnée est importée au bon format, on va pouvoir automatiser la détection du risque et un certain nombre de choses. Et automatiser des plans de soins, parce qu'on peut par exemple avoir des plans de soins et en fonction de savoir si l'analyse a été faite, du résultat de l'analyse, déclencher des actions. Et donc ça, ce sont des travaux qui sont en cours aux États-Unis à l'heure actuelle. Maintenant, on a l'espace européen des données de santé qui arrive. Donc on a aussi regardé sur notre plateforme, est-ce que je peux générer un résumé patient international? C'est quelque chose qui va être obligatoire dans l'espace européen des données de santé. C'est une ressource Fire qui va avoir le résumé des informations patients, ses pathologies, ses opérations. Alors ça va arriver, voilà. Alors, on a un type de document qui est IPS et on va retrouver la liste de mes pathologies avec les codes. Il a eu 3 opérations et on voit qu'il manque des informations. C'est-à-dire que si dans mon serveur Fire, la donnée n'est pas complète, on ne pourra pas la partager. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'alimentation du serveur Fire. C'est là qu'est la clé de la réussite ou de l'échec d'une transition vers Fire. Mais admettons qu'il soit bien rempli. Je peux même générer mon petit QR code. S'il y en a qui veulent le flasher, vous verrez que vous arriverez sur la ressource Fire de mon résumé patient international. Et c'est comme ça que ça marche à l'heure actuelle, par exemple, en Arabie Saoudite pour les pèlerins de la Mecque, qui ont l'obligation de fournir leur résumé patient international en Fire. Attends, il y a des personnes qui scannent ton dossier patient. Tu es en train de nous dire que le dossier patient, maintenant, avec un QR code, peut être portable et de manière internationale. Est-ce que ce dossier patient aussi est traduit internationalement? Alors, pas nativement, puisqu'on va avoir les codes SNOMED. Et c'est l'importance d'avoir des serveurs de terminologie qui vont venir interroger. Là, je vois, j'ai un code pathologie 840 303 004, ça ne parlera à personne. Je vais aller interroger mon serveur de terminologie qui va me donner le libellé pour cette pathologie et qui va pouvoir me traduire et me dire à quelle pathologie ce code correspond. Parce qu'effectivement, si c'est un résumé qui est généré au Portugal, il ne sera pas lisible en tant que tel en France. Il faudra pouvoir le traduire et les serveurs de terminologie sont là pour ça. Et maintenant que j'ai toutes ces informations-là sur mon patient, je veux les réutiliser pour la recherche. Alors pour ça, on a mis en place un filtre sur le consentement, puisqu'il y a des réglementations RGPD qui font que si un patient s'est opposé à la recherche, il ne sera pas pris en compte. Et on va aller dans mon entrepôt de données de santé, qui est ici un serveur Iris pour ses capacités SQL on Fire, qui est d'ailleurs un peu le sujet de notre discussion. Le SQL on Fire, c'est pour moi ce qui permet d'envisager de faire un EDS avec un serveur Fire. C'est-à-dire que Fire est très bien pour mettre de la donnée accessible en HTTP. Les chercheurs ne font pas de HTTP. Les chercheurs, ils veulent un CSV, ils veulent une base SQL. Et donc, avec le SQL on Fire, je vais pouvoir faire des projections de mes ressources Fire. Et donc là, par exemple, on a fait une projection sur toutes les pathologies. Si j'y arrive. Et on va récupérer toutes les pathologies stockées dans l'entrepôt de données de santé. Vous remarquerez que les identifiants sont générés. On a déjà pseudonymisé les données. Impossible en tant que tel de remonter au patient juste par l'identifiant. Seul le serveur Fire de soins connaît la clé et est capable de réconcilier l'identité en cas de problème de santé.
En fin de compte, tu es en train de me dire qu'avec le SQL on Fire, les data scientists qui travaillent d'habitude avec des fichiers CSV, des bases SQL, n'ont même plus besoin de connaître le Fire et peuvent travailler sur de la donnée live avec leurs outils actuels. Exactement. Avec leurs outils sans changer leurs habitudes. Sans changer leurs habitudes. Et on est sur un laps de temps qui est relativement court. C'est-à-dire qu'un projet de recherche, ce qui va prendre du temps, c'est potentiellement créer des questionnaires pour générer les ressources en Fire. Mais à partir de là, avec ce workflow, le chercheur peut avoir ses données accessibles et exploiter ses résultats de recherche en l'espace de quelques semaines. Donc c'est une architecture qui est très intéressante pour les chercheurs. Mais on peut faire d'autres choses avec le SQL on Fire. Une des raisons pour lesquelles j'y crois, c'est qu'il y a un certain nombre de données qui ne sont pas pertinentes de requêter en Fire. Je pense particulièrement aux coordonnées GPS, puisqu'il y a, pour ceux qui savent, plusieurs ressources qui ont des coordonnées GPS. Je peux avoir la ressource patient, la ressource location, la ressource practitioner, la ressource service request. Et donc, moi, ce que je veux, quand je veux afficher des choses à mon écran, je veux récupérer tous mes pointeurs sur la carte. Et ça, en HTTP, c'est des requêtes coûteuses, en performance, en temps et en compréhension. Alors que ce qu'on peut faire avec le SQL on Fire, c'est faire une projection uniquement des coordonnées GPS et donc de les transformer en un fichier GPX, GPX étant le standard pour la géolocalisation. Et ensuite, on affiche ça sur la carte. Et donc là, on a un scénario test qui tourne, qui simule le déplacement des ambulances par la mise à jour de la ressource Fire. Et on a le déplacement en temps réel, si on a du réseau qui fonctionne, des ambulances. Ça permet également, vu que les ressources Fire sont partagées, une autre, hop. Et ça permet également, si les ressources Fire sont partagées, de récupérer les informations. Donc, par exemple, j'ai un appel au secours pour une ambulance. C'est une ressource Fire Service Request. Je peux récupérer les informations de la demande d'intervention et ça peut me permettre, hypothétiquement, de communiquer avec l'équipe de secours, puisque c'est la même ressource Fire sur le même serveur. Donc, on a une meilleure vision du temps réel et on a une communication qui était inexistante à l'heure actuelle entre plusieurs soignants. Si je comprends bien, en fin de compte, là, tu lis le meilleur des deux mondes. Exactement. C'est que tout est stocké en Fire. Il y avait une certaine complexité et tu y as répondu avec le SQL on Fire et tu gardes toujours la puissance du Fire pour avoir le dossier patient en temps réel. C'est exactement ça. Et en plus, on va repartir sur la partie SQL. Nous sommes également capables de pouvoir avoir des statistiques, puisque le SQL, comme je le disais, permet également d'avoir des statistiques. Et donc là, je vais regarder mes ambulances. Donc ça arrive. Nous avions 2 ambulances, un hélicoptère. J'ai fait une statistique rapide sur le serveur Iris et il me trouve qu'il y a 2 tiers d'ambulances et 1 tiers d'hélicoptères. Il n'y a aucun effort de fait puisque les ressources sont disponibles en Fire et c'est le seul effort, c'est la définition de la statistique. En fait, tu es en train de faire de l'ABI, comme on pourrait le faire avec Power BI ou n'importe quel outil, directement en Fire. Directement en Fire, de façon standardisée. Et on arrive même à exécuter du SQL sur n'importe quel serveur Fire et à faire ces statistiques. Et donc, là, ce que vous avez vu aujourd'hui, nous avons des coordonnées GPS, nous avons de la recherche des exports pour la recherche, nous avons du SQL pour l'aide à la décision, du SQL pour les stats, de la conversion automatique des données. Merci, c'est passionnant. 10 cas d'usage, très variés. Et combien de temps ça t'a pris à monter ces 10 cas d'usage, typiquement? Alors, les briques logicielles de SQL, etc., sont des projets sur lesquels on travaille depuis un moment. Monter cette plateforme de démonstration nous a pris 2 semaines. 2 semaines pour intégrer Iris et toutes tes démos et exemples. Exactement. Bravo. Bravo. Merci. Bah, merci, Luc. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je vous remercie pour votre attention. Bon salon. Merci. Bon salon.